Pierre Weltz, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréat de la catégorie Essai du prix du livre La Tribune pour Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie, publié chez l'Aube. Ingénieur diplômé de Polytechnique, de l'École des Ponts et Chaussées, docteur en sociologie, vous êtes chercheur en sciences humaines et professeur émérite à l'École des Ponts Paris Tech. Vous vous êtes fortement investi dans l'organisation et le fonctionnement de la recherche et de l'enseignement supérieur français. Je cite entre autres la direction de l'ENPC, la présidence de Paris Tech, ou encore le pilotage de l'aménagement du projet scientifique et industriel de Saclay. Pourquoi j'énumère justement toutes ces fonctions? Parce qu'elles donnent corps à ce qui vous caractérise, un pied dans la recherche académique, un autre dans le réel, financier, politique, managérial et stratégique, ce qui vous caractérise et donc ce qui détermine le ton et même la singularité de vos travaux. On peut tenter de résumer en une phrase cette singularité. C'est difficile, mais je tente. Être à l'articulation des grandes transformations à la fois de l'entreprise et des territoires, avec en toile de fond la globalisation de l'économie, les révolutions technologiques, les mouvements d'internationalisation et les processus d'individualisation qui impactent l'exercice du travail et celui de la démocratie. En une phrase, j'ai mis quelques mots importants. J'insiste donc, vos ouvrages, voilà, vos ouvrages ont vraiment de remarquable qu'ils empruntent une étroite ligne de crête, dominant d'un côté le consensus tiède, de l'autre la radicalité inapplicable. Et vous investiguez d'immenses enjeux macro- et microéconomiques avec pour exigence leur faisabilité. C'est le choix de la complexité face au simplisme, Edgar Morin appréciera. Et bien entendu, Bifurcation fait honneur à cette exigence. Il fait honneur aussi à l'urgence de faire quand l'éco-anxiété de son côté tétanise. À travers cet ouvrage, vous nous emmenez dans la crise écologique et vous désignez le chemin de l'économie humano-centrée comme une issue au chantier colossal qui se dresse devant toute la planète. Nous allons donc y revenir. D'abord, un état des lieux général. Quel constat faites-vous des raisonnements, des méthodes, des logiques adoptées par la plupart des décideurs économiques ou politiques face à l'immense défi écologique? On pourrait passer une journée sur cette question. Vraiment, quelques phrases. Globalement, est-ce qu'on va dans le bon sens ou au contraire, finalement, sommes-nous très éloignés Je pense qu'on va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup, j'allais dire, de confusion, en tout cas de complexité, quoi. Pourquoi j'écris ce genre de livre? D'abord pour m'éclairer moi-même, puis je me dis que ça peut être utile à d'autres, parce que je pense qu'on manque d'un récit un peu unificateur, quoi, aujourd'hui. Au fond, on sait assez bien ce qu'il faudrait faire, au moins à court terme, pour... non pas juguler, mais enfin amortir cette crise écologique majeure dans laquelle on est plongé. Mais on n'a pas de présentation cohérente de tout ça. On a vraiment je trouve qu'aujourd'hui, y compris chez les décideurs, on a une opinion en miettes un peu. Voilà. Donc c'est problématique. Il y a beaucoup de gens, effectivement, il y a une radicalité très forte qu'on peut comprendre. Dont on a besoin aussi, parce qu'elle nourrit le débat. Oui, bien sûr, on a besoin de cette radicalité, mais elle nourrit le débat, mais si on s'arrête là, comme vous dites, on est tétanisé face, et au fond, c'est une acceptation de la catastrophe. Alors ça, il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, il y a des visions un peu technocratiques quand même, un peu techno, avec des tas de chiffres auxquels personne ne comprend grand-chose. Voilà, donc moi je crois qu'on est dans cette situation d'un débat très émietté, quoi. Certains brandissent les progrès de l'innovation, les progrès de la science, comme la riposte imparable justement à ce dépérissement climatique. Or nous sommes, selon vous, beaucoup trop polarisés sur ce qu'on appelle l'éco-efficacité et on manque cruellement de techno-discernement. C'est une forme d'hypnose finalement devant nous et nous sommes aveuglés par ça. Il y a deux choses différentes dans cette question. Il y a d'abord un peu cette religion de l'innovation. L'innovation pour l'innovation, il faut innover, etc. Bon, ça, je pense qu'il faut quelque part en sortir de ça, parce que innover, pourquoi faire, quoi. La question, c'est quand même la question des buts, quoi. Donc il y a une espèce de néo-schumpeterianisme, je dirais un peu en bruit de fond, chez nos gouvernants. Et qui, à mon avis, mérite d'être repensé. On a vu ce que ça donnait dans le numérique. Et puis la deuxième chose, c'est que ça ne veut pas dire pour moi qu'il n'y a pas à travailler sur la technologie ou les technologies, au contraire. Être technophobe, ça ne sert à rien. Mais on a cette idée que il faut travailler sur l'éco-efficacité, ça veut dire au fond faire ce qu'on sait faire, mais le faire de manière plus efficace, décarbonée, avec moins de ressources. On progresse là-dessus, mais ça ne suffit pas. Un des messages principaux du livre, c'est de dire ça ne suffit pas. L'éco-efficacité, très bien, bravo, continuons.
C'est pas l'innovation tous azimuts, hein. Mais continuons, mais on a un problème, ça s'appelle notamment l'effet rebond, vous voyez, c'est-à-dire transport aérien beaucoup plus efficace au passagers kilomètres aujourd'hui, sauf qu'il a explosé. Donc si on ne travaille pas en même temps, si on ne réfléchit pas en même temps sur la demande, c'est-à-dire, et en même temps que sur l'offre, eh ben on continue à aller dans le mur. Alors, ce qui est central dans votre livre, c'est ce que vous dénommez l'économie humano-centrée, c'est-à-dire une économie centrée sur les attentes intimes des individus, santé, bien-être, éducation, sécurité, divertissement. Quels en sont les ressorts et est-ce compatible avec le système capitaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui sur la planète? Oui, alors moi, si vous voulez, il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on peut faire à court terme. À court terme, c'est ce que je viens de dire, hein, il faut travailler sur l'éco-efficacité, des formes de sobriété, décarboner, prendre soin du vivant, etc. Mais je trouve que ce qui manque, c'est une vision de moyen et long terme. Vers où va le paquebot sur lequel on est embarqué, hein. Ça, c'est une question qu'on ne se pose plus. Les utopies ont quand même nourri pour le meilleur et parfois pour le pire, hein, il faut bien le reconnaître. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'on a cette prudence aujourd'hui vis-à-vis des utopies, sont passées de mode, quoi. Or, je pense que si on n'a pas une vision de la société vers laquelle on voudrait aller, il manque quelque chose, quoi, au récit. Alors, humano-centré, je ne suis pas le seul à défendre cette idée, hein. Non, mais vous la développez vraiment très bien dans le livre. Robert Boyer parle d'anthropocentré, ouais. Attali parle d'économie de la vie, enfin tout ça, c'est un peu, ça va dans le même sens. L'idée, c'est comme, ça part d'un constat déjà, c'est que notre économie spontanément est en train de se recentrer sur les attentes des individus, hein. Vous voyez, le secteur qui progresse le plus aujourd'hui, même du point de vue industriel, hein, du point de vue économique, bon, c'est la santé, tout ce qui tourne autour de la santé, du soin, de la médecine, de la prévention, du sport, etc., l'éducation. Alors, moi, je dis qu'on pourrait prendre il faut toujours faire du judo, quoi, avec le réel, c'est ça. Donc il faudrait, je pense, accentuer, enfin, prendre conscience plutôt de ce grand basculement qui est à l'œuvre déjà dans l'économie telle qu'elle est, et puis l'accentuer, quoi. Alors je me réfère par exemple à Amartya Sen ou à Martin Nussbaum sur les capacités, au fond. C'est quoi la société et l'économie dont on rêve? C'est une économie qui permettra à chacun de déployer ses capacités, ses capacités, etc. Et au fond, mon idée, c'est de dire en même temps cette économie qui mettrait en avant la santé, l'alimentation de qualité, l'éducation évidemment, mais aussi le divertissement. Moi, je mets la mobilité là-dedans, ça, on peut en discuter. C'est une économie qui est potentiellement, j'insiste sur potentiellement, structurellement plus sobre que l'économie actuelle. Il y a, au fond, en dernier ressort, la création de valeur dans ces secteurs-là, elle se fait par l'échange interindividuel. C'est des humains qui prennent soin les uns des autres et qui essaient de construire un monde habitable. Voilà. Vous parlez de sobriété, le mot est bien sûr central dans votre livre, il est devenu central maintenant dans notre lexique, j'allais dire, et il vient de très haut. Ouais. Cette sobriété à laquelle vous appelez, vous pensez qu'elle est réellement soluble dans un système aussi énergivore, aussi consumériste que le nôtre? Comment faire ce retournement, justement? Oui, alors ça c'est un sujet de court terme, hein. Je pense que le mot sobriété, effectivement, fait peur, parce que, notamment au milieu économique, hein, ils entendent tout de suite décroissance, baisse d'activité, chômage général, etc. Moi, ce que je dis, c'est que d'abord, il y a plusieurs types de sobriété. Il y a la sobriété individuelle, c'est les fameux bons gestes, hein. Mangez moins de viande, s'il vous plaît. Prenez le vélo si vous pouvez, hein. Pas toujours, hein. Prenez les transports en commun quand il y en a. Bon, tout ça, c'est... Au fond, ça résout... Alors, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais un tiers, un quart du problème, quoi. Après, on a un problème, moi j'appelle ça la sobriété systémique, c'est-à-dire c'est notre société qui est gaspilleuse. Oui. C'est l'organisation, par exemple, de notre aménagement du territoire. On a mis des lotissements un peu partout dans la nature. Maintenant, c'est fait. Les gens, on peut toujours leur dire d'aller au boulot en vélo. Voilà. Donc, il faut organiser notre société de manière sobre. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes sans que ça touche véritablement au niveau de vie, notamment au niveau de vie des plus modestes. Parce qu'il faut rappeler que les émissions sont extrêmement inégales, selon les gens, hein. Donc, c'est un peu les catégories supérieures qui devraient mettre un peu de... C'est faisable.
On n'est pas obligé d'avoir 50 paires de chaussures dans sa... Quelle est votre définition justement de ce que l'on appelle la justice climatique? Et si on parle de justice climatique, de justice sociale, est-ce qu'il faut qu'elle départage finalement ceux qui ont droit à la croissance et ceux qui devraient presque en être dépossédés parce qu'ils sont allés trop loin justement dans la croissance? Moi, vous avez utilisé le mot croissance, moi j'essaie de ne pas l'utiliser, vous avez remarqué que je ne parle pas de croissance, décroissance, parce que c'est la confusion, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle croissance? On dit le PIB est un mauvais indicateur. On ne peut pas dire qu'il faut le faire décroître, c'est la solution. Bon. Il faut inventer une autre forme le mot développement est peut-être aussi connoté. Enfin, c'est difficile de trouver les bons mots par rapport à ça. Je pense qu'on peut... On a des leviers pour... Alors la question de la justice est centrale. Elle est centrale à deux niveaux. Au niveau international, bien sûr. Vous avez vu les discussions qu'il y a eu en ce moment, qui sont, je pense, très bienvenues. Alors malheureusement, on ne va pas beaucoup avancer. Non. Mais il faut évidemment que les pays riches aident les pays pauvres à se doter d'une économie qui ne soit pas aussi carbonée que la nôtre, avec un cas particulier qui est celui de la Chine. Hein, on ne sait pas de quel côté on la met. Hein. Mais il y a aussi après, y compris à notre niveau national ou local, il faut absolument que cette question de qui sont les bénéficiaires, qui sont les perdants, elle soit posée avant même qu'on établisse les politiques. Aujourd'hui, on a tendance à faire des politiques, on veut du bas carbone, etc. Puis après, on se dit, ah mais attendez, c'est peut-être pas, ça ne va pas jouer de la même façon. Je prends l'exemple des mobilités. Oui. Je disais à l'instant, il faut que les gens puissent... on sait très bien de leur demander de faire du vélo ou des transports en commun. Encore faut-il que ce soit compatible avec leur mode de vie, là où ils sont. Donc il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, je pense, que pour une partie des gens, que la voiture électrique et le covoiturage, enfin l'utilisation de la migration de la voiture comme transport vers le mode du transport collectif. Mais on voit bien que il y a des questions de prix derrière, hein, il y a des questions d'équité de traitement. Par exemple, moi je suis très réservé sur les fameuses zones à faible émission. Pourquoi? Mais parce que, si vous voulez, à tort ou à raison, c'est perçu, et je comprends que ce soit perçu comme ça, comme un signal d'interdiction aux pauvres d'entrer dans les... C'est excluant en fait. C'est excluant, c'est excluant. Donc... vous voyez à quel point ça devient déjà difficile de faire venir à Paris des artisans, parce qu'ils ne peuvent plus habiter à Paris. On parle de la ville du quart d'heure, c'est très, très sympathique comme concept. Mais enfin, les gens peuvent justement, pas. Ça m'amène à une autre question qui est assez centrale finalement quand on lit votre livre. Comment repenser, comment redéfinir les ressorts de la démocratie pour que une majorité de Français s'approprie cet enjeu d'économie humano-centrée? Je pense que ça passe d'abord par un récit, quoi. C'est ça le manque de récit. C'est le manque fondamental. Un récit, c'est pas forcément consensuel. Vous voyez, on a eu pendant les 30 Glorieuses et après, à la bonne époque de la social-démocratie et de la droite classique, on va dire, on avait ce récit de la modernisation, qui était très contesté. Hein. La CFDT avait dit les dégâts du progrès. Bon. Mais il y avait quand même, au fond, il y avait l'idée que on améliore la productivité, etc. Après, comment on partage. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de récit du tout, quoi. On a un truc totalement éclaté. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on n'explique pas aux jeunes, notamment, que cette révolution écologique est aussi une formidable occasion de repenser des tas de choses, de repenser l'industrie. On ne sortira pas sans industrie, mais repenser une nouvelle industrie. C'est un défi fantastique. Moi, je regrette de ne pas être un jeune ingénieur de 20 ans, parce que je trouve que c'est fabuleux. Il y a plein de choses à faire. Repenser la santé, repenser tout ça, c'est repenser l'éducation. On n'a pas... Regardez, par rapport avec le numérique, on n'a pas su repenser l'éducation. Donc, tout ça, ce sont des enjeux extrêmement positifs, je trouve, des opportunités. Hein. Bon, on ne va pas vous ressortir le marronnier de la crise comme opportunité, mais c'est quand même la réalité. Hein. Alors après, les choses ne vont pas très bien, mais il faut que ce soit pensé dans un esprit de... faire de l'écologie pour les riches, c'est facile, quoi. On augmente les prix. Hein. C'est d'ailleurs ce que veulent faire une grande partie de nos économistes en taxant le carbone. C'est une bonne idée, mais qui nous a menés dans le mur, parce qu'on n'y arrive pas. Et que après, il faut redistribuer, parce que c'est socialement, structurellement inéquitable au départ.
Voilà. Donc vous n'êtes plus un jeune ingénieur de 20 ans, et vous voyez donc tous ces étudiants, jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, comme ParisTech, ou de grandes écoles de commerce, juger l'enseignement et aussi les financements privés d'ailleurs de ces écoles, tout à fait inadaptés à l'enjeu de la bifurcation. Que vous inspire justement cette colère? D'abord, je trouve ça réjouissant. Hein, parce que moi j'ai plutôt vécu une période où au fond il y avait un assez grand conformisme. J'ai enseigné à Sciences Po, les étudiants sont charmants, mais enfin ils étaient quand même très conformistes. Et alors que moi j'étais marqué par 68, qui était quand même un moment aussi. Et je pense qu'il y a bien qu'on remette un peu de discussion. Et ils ont raison de dire que nos programmes sont inadaptés. Moi je trouve ça très très bien. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui en tirent la conclusion de la meilleure... Après, c'est respectable, hein, chacun fait ses propres choix. Hein. Oui. Mais dire, moi, je me mets hors du réseau, bon, voilà, c'est un choix, pourquoi pas. Mais enfin, quelque part, ça revient à accepter la catastrophe. Alors qu'on peut se retrousser les manches et faire des choses positives. Et je trouve que ça, c'est un message qui ne passe pas assez. Vous voyez, refaire, par exemple, un système énergétique, c'est la priorité du moment. Hein. On parle des éoliennes, tout ça, on n'avance pas. Bon. On n'a pas d'autre solution. Bon, c'est un boulot fantastique à faire. Il y a du boulot pour 2 générations de jeunes ingénieurs, de jeunes commerciaux, etc. Et puis de techniciens. Voilà. Et donc, moi je trouve que c'est très, très, très bien que ces mouvements, parce que si on n'est pas bousculé, on ne bouge pas. Après... je vous dis, moi, mon choix, ce serait plutôt... Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été aujourd'hui. Vous êtes peut-être parti dans les Cévennes. Hein. Peut-être. Vous êtes un grand spécialiste de l'industrie et des territoires. Ouais. À quelles conditions l'industrie n'est-elle plus l'ennemi, justement, de la planète? Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors ça, c'est un thème un peu central pour moi. La révolution dans laquelle on rentre, c'est au fond une révolution industrielle. Hein. C'est-à-dire que se couper de l'industrie, ça veut dire se couper de tout notre environnement. C'est juste pas possible. Ce verre est un grand produit optimisé de l'industrie depuis des siècles, etc. Très compliqué à faire. Bon, on ne va pas pouvoir le refaire dans des... Voilà, on ne va pas revenir à l'artisanat, même s'il y a aussi une possibilité. Donc il faut inventer... Donc il y a une nouvelle révolution industrielle qui a comme caractéristique qu'elle doit se faire très vite, et changer les bases. Vous voyez, donc c'est une révolution, alors, cette fois-ci, je pense. Mais c'est un projet fascinant pour moi de penser et ça, on manque de réflexion là-dessus, de penser ce que pourrait être cette nouvelle industrie. Et pas simplement le retour... Alors, c'est pas simplement le numérique, hein, certainement pas. C'est pas simplement la décarbonation des processus tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est aussi de réfléchir sur ce que signifie l'idée de circularité, qui est une idée très complexe, en réalité. C'est réfléchir sur ce que signifient les produits. Alors ça, c'est fondamental. Vous avez évoqué tout à l'heure le technodiscernement. C'est ça qui nous manque. Par exemple, les voitures électriques, la décarbonation, c'est bien. Mais ce qu'il faudrait surtout faire, c'est simplifier les voitures. Revenir à l'essentiel. Alors on ne prend pas du tout ce chemin-là. Le SUV, il y a une photo de Biden que je prends toujours dans mes conférences où il lance la voiture électrique en conduisant un Hummer, vous savez, une espèce de tank. Ça, c'est vraiment la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Les voitures de tonnes Donc il faut, ça aussi pour la jeune génération, repenser les produits, pas en les gardant confortables, beaux, etc. Enfin, on a aussi besoin d'une sorte de nouvelles révolutions. Alors les designers sont au travail. On a besoin d'un nouveau Bauhaus, vous voyez, quelque chose comme ça dans la Renaissance industrielle. Et pour que ce fameux récit dont on parlait tout à l'heure, pour que ce récit se réveille finalement, que faut-il? C'est un problème politique, c'est un problème de prise de conscience collective. Qu'est-ce qu'il faut justement pour bâtir? Je pense qu'on est dans cette situation de confusion, j'espère intermédiaire, quoi, et que les messages... Moi, je crois quand même que les messages commencent à se décanter un petit peu. Je pense que les messages commencent à se décanter un petit peu. Enfin voilà, ça c'est mon côté optimiste, mais il faut qu'on ait plus de débats de fond. Les médias ont quand même un rôle aussi fondamental. Hein. Il faut que les médias nous éclairent plutôt que de rajouter de la fumée à de la fumée. Hein. Donc il y a un travail à faire. Et ça veut dire aussi qu'il faut revenir un peu au monde réel, quoi. Moi, vous voyez,
je ne sais pas si je suis économiste ou pas, mais je suis un marginal dans la profession. Parce que ma caractéristique, c'est peut-être plus que d'autres d'aller regarder. Parce que vous êtes un ingénieur. Moi, j'ai passé ma vie dans les usines, vous voyez. Et donc je sais ce que c'est qu'une usine. C'est ce qu'on ressent dans votre livre. On voit très bien justement cette ça, je pense réelle. voilà, alors si j'étais prétentieux, je dirais qu'on manque un peu de gens comme moi, quoi. Pour conclure, un mot sur un mot central. Ça, vous le couperez. Un mot sur un mot central qui est le travail. Oui. Votre bifurcation peut-elle nous aider à réenchanter le travail? Oui, absolument. Vous avez remarqué que dans mon livre, je parle du travail, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de l'avenir de la société, de l'avenir de l'économie, sans mettre au cœur le travail, quoi. Alors, bon, là, il y aurait énormément de choses à dire. Réenchanter, je ne sais pas, mais en tout cas, si je reviens à cette idée d'économie humano-centrée, ça veut dire se réinterroger aussi sur où se crée la valeur, y compris la valeur économique. Hein. Et vous voyez, par exemple, le domaine de la santé, c'est un champ d'exploration absolument fantastique. C'est quand même un scandale absolument majeur de notre société que dans ce champ-là, on ait cette crise du travail aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable de dégager les ressources nécessaires pour que les infirmières et les infirmiers puissent travailler dans des conditions normales, habiter, pas forcément, et des revenus qui leur permettent d'habiter pas trop loin des hostos, parce que c'est... Vous voyez, je parlais de la ville du quart d'heure tout à l'heure, c'est très gentil la ville du quart d'heure, mais encore faudrait-il que... À Paris, par exemple, les hôpitaux sont presque tous dans le centre, hein, vous avez remarqué, et très très inégal, parce que les mandarins de la médecine ne veulent pas aller en banlieue, pour simplifier. Mais alors du coup, les aides-soignants et tout, eux, ils font des navettes pas possibles. Et pourquoi? Parce que ça fait partie du parce travail. Que la santé, c'est vu avant tout comme un gisement de coûts davantage que de... On n'a pas compris que la santé, c'était le cœur de... C'est la santé des personnes, la santé des environnements, la santé... Vous savez, on parle de global health aujourd'hui, hein, qui est un concept que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas développé dans le livre. C'est le cœur de la société humano-centrée de demain, c'est prendre soin de nous-mêmes, des autres, et aussi de nos environnements, de nos enveloppes, voilà, comme dirait Cynthia. Là. One else. Ouais, bon, et ça, je pense que là, il faut qu'on aussi fasse cette mutation copernicienne, un peu de regarder ça comme une source de valeur, et pas simplement comme une source de coût qu'il faudrait réduire. Et donc, le cœur de ça, c'est le travail, quoi. C'est le travail. Et le travail... Moi, je suis un disciple d'Yves Clos en ce qui concerne les questions du travail. Vous savez, la crise fondamentale du travail, c'est la qualité empêchée. Voilà. Et ça, l'hôpital en donne. Mais beaucoup d'autres secteurs, c'est la qualité qu'on n'arrive pas à faire. Et ça rend malade. Et vous n'êtes pas de ceux qui jugent qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations, sont en train de se retirer de la valeur du travail. Vous n'êtes pas de ceux qui sont... absolument pas. Moi, ça fait assez longtemps que j'écris qu'il y a une mutation culturelle très positive chez les jeunes, qui est autour de 3 valeurs. La valeur du sens. Et on le voit maintenant, hein, ça ressort partout, ils veulent du sens. Ils ont raison, quoi. Je veux dire, on n'a qu'une vie, on ne va pas la gâcher à faire des choses qui n'arriment à rien, quoi. Bon, c'est une société d'abondance, ça veut dire qu'on a plus... Et c'est très bien, hein, mais c'est un pas qu'il faut franchir, il faut accepter ça. La deuxième valeur, peut-être on pourrait inverser l'ordre d'ailleurs, c'est l'autonomie. Ils préfèrent être maîtres chez eux dans des petites structures que des pions dans des méga-organisations. On a la course du rat pour monter le labyrinthe jusqu'au sommet. Hein. Ça, il y en a encore qui aiment ça, mais de moins en moins. Et puis la troisième chose, c'est faire. Je pense que ça aussi, c'est-à-dire voir ce qu'on fait. Ouais, on est dans une société qui est devenue totalement abstraite. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les métiers d'artisanat, vous voyez, tout ça reviennent en force. Mais on peut faire ça dans l'industrie. On peut avoir une industrie de proximité où on fait des choses. On a des outils extraordinaires aujourd'hui pour faire des choses, voir ce qu'on fait. Donc, ça, c'est 3 valeurs extrêmement positives. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la flemme dont on parle. Simplement, ils refusent de mourir idiot, quoi. Merci beaucoup, Pierre Veltz. Je rappelle votre livre « Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie », publié chez l'Aube. Et vous êtes donc le lauréat de la catégorie Essai du prix du livre La Tribune. Merci. Merci à vous.